Le 2 février 1943, un officier allemand griffonna sur un bout de papier noirci par la fumée. « Demain, nous nous rendons, que Dieu nous sauve ». L'encre était encore fraîche lorsque les 91 000 derniers hommes de la 6e armée allemande hissèrent des drapeaux blancs au milieu des décombres de Stalingrad. Infanterie, artilleurs, équipage de chars, unités SS. Tous pris au piège dans ce que les soviétiques appelaient le Kessel, à la marmite. Ils ont disparu vers l'Est, vers le froid, vers la Sibérie. Seuls 5 000 sont revenus. Qu'est-il advenu des 86 000 autres? Où sont leurs corps? Quelles sont ces questions auxquelles ni les archives soviétiques, ni les archives allemandes, ni les témoignages des survivants n'ont pu répondre avec certitude? Voici 15 mystères de la bataille la plus brutale de l'histoire. Le chiffre officiel qui figure dans presque tous les registres historiques est de 91 000. La BBC le cite, les registres de l'Armée rouge le mentionnent, Anthony Beevor le reprend dans son étude sur la bataille. Mais les historiens qui ont passé des décennies à examiner les archives sont parvenus à des chiffres différents et l'écart n'est pas négligeable. Il oscille entre 90 000 et 110 000, selon les sources. L'historien allemand Rüdiger Overmans de l'Institut d'histoire militaire de Potsdam et auteur de Soldaten hinter Stacheldraht a publié dans la revue Damals en juin 2000 une conclusion qui a bouleversé l'historiographie de cette période. Sur les 110 000 soldats allemands capturés à Stalingrad selon certaines sources, seuls environ 5 000 sont rentrés chez eux après la guerre. Cela signifierait un taux de mortalité en captivité avoisinant les 95%, le plus élevé de tous les groupes de prisonniers de guerre de ce conflit. Pourquoi ces chiffres divergent-ils? La réponse comporte plusieurs niveaux. Premièrement, l'effondrement de la 6e armée ne s'est pas produit en un seul instant ni en un seul lieu. Le général Feldmarschall Friedrich Paulus, qui venait d'être promu le jour même par Hitler dans un geste qui revenait à lui demander de mourir à son poste, s'est rendu le 31 janvier 1943, lorsque des troupes de la 64e armée soviétique, sous le commandement du général Mikhail Tchoumilov, l'ont localisé dans le sous-sol du bâtiment Univermag, les grands magasins centraux de Stalingrad. Mais les combats dans le secteur nord de l'encerclement ne cessèrent que le 2 février. Au cours de ces 48 heures, des milliers de soldats périrent, s'enfuirent ou furent simplement ensevelis sous les décombres sans être comptabilisés par aucun des deux camps. Deuxièmement, entre 15 000 et 20 000 des hommes qui se sont rendus étaient déjà mourants au moment de la capitulation, blessés sans soins, atteints de gangrène, gelés, en état de choc septique grave. Beaucoup sont morts au cours des premières heures de leur captivité, avant même d'arriver dans un quelconque camp de transit. Sont-ils comptabilisés parmi les capturés? Les registres soviétiques les incluent. Les listes allemandes ultérieures des disparus ne font pas toujours la distinction entre les morts au combat et les morts en captivité précoce. Troisièmement, le système soviétique d'accueil des prisonniers, géré par le NKVD, l'organisme de sécurité de l'État, s'est effondré sous le poids d'un afflux simultané d'un si grand nombre d'hommes. Les fiches d'enregistrement étaient incomplètes, parfois illisibles, souvent perdues. Dans le camp de transit de Beketovka, au sud de Stalingrad, les soviétiques ont improvisé une installation pour retenir des dizaines de milliers de prisonniers dans des conditions pour lesquelles ils ne disposaient même pas des infrastructures de base. L'écart entre les 91 000 prisonniers figurant dans les registres soviétiques et les chiffres allemands des disparus n'a jamais été entièrement comblé. La commission Maschke, mise en place par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de l'Ouest pour enquêter sur le sort des prisonniers allemands après la guerre, a publié son rapport en 1974, concluant qu'environ 1,2 million de militaires allemands déclarés disparus étaient probablement morts en tant que prisonniers de guerre, dont 1,1 million en Union soviétique. Où se trouvent les registres des premiers jours? Dans des archives russes qui ne sont pas encore entièrement accessibles aux chercheurs occidentaux. C'est là le premier mystère, mais il y en a 14 autres. Les températures avoisinaient les moins 40 degrés Celsius, parfois moins encore. Les prisonniers ont quitté les ruines de Stalingrad emmitouflés dans des haillons
Beaucoup d'entre eux sans manteau, sans bottes, celles-ci s'étaient désagrégées des semaines auparavant, les pieds noircis par les gelures et l'estomac vide depuis novembre. La ration quotidienne à l'intérieur de l'encerclement était tombée à moins de 200 grammes de pain noir et une soupe diluée. Certains passaient depuis des semaines leur temps à gratter des grains de blé gelés dans les décombres pour survivre. La marche vers les camps de transit aurait dû marquer le début de la captivité. Pour des dizaines de milliers d'entre eux, ce fut la fin. L'effondrement physique des hommes n'a pas commencé pendant la marche. Il a commencé des semaines auparavant, à l'intérieur de l'encerclement, lorsque les rations sont tombées à des niveaux incompatibles avec l'effort de combat. L'historien Anthony Beevor, dans son étude sur la bataille, rapporte qu'en janvier 1943, la 6e armée distribuait entre 50 et 75 grammes de pain par jour à ses soldats dans les secteurs les plus touchés. Ceux qui sont arrivés à la capitulation en marchant de leurs propres moyens étaient, selon les registres médicaux soviétiques du camp 108 de Beketovka, des hommes dont le poids corporel moyen se situait entre 40 et 45 kg. Des hommes adultes réduits à la moitié de ce qu'ils auraient dû peser. Leur système immunitaire s'était effondré. Leurs muscles avaient été cannibalisés pour maintenir les organes en vie. La marche leur demandait un effort que leur corps ne pouvait tout simplement pas supporter. Les registres soviétiques, consultés par des chercheurs tels qu'Andreas Hilger, auteur de Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion 1941 à 1956, estiment qu'entre 30 000 et 35 000 prisonniers sont morts au cours des marches des premiers mois de 1943. Morts dans les champs de neige des steppes, abandonnés dans les fossés lorsqu'ils ne pouvaient plus marcher, fusillés par les gardes lorsqu'ils restaient à la traîne. Les corps restaient là où ils tombaient. Les tempêtes de neige les recouvraient en quelques heures. Il n'y avait pas un seul itinéraire pour ces colonnes. Dès le premier jour, les prisonniers ont été répartis en groupes en fonction du lieu où ils avaient été capturés et de l'unité chargée de leur escorte. Certains ont marché directement vers Beketovka, au sud de la ville, à une distance comprise entre 10 et 15 kilomètres des dernières positions de combat. D'autres furent conduits vers des points de rassemblement plus éloignés, au nord ou à l'est, parcourant à pied des distances comprises entre 30 et 80 kilomètres avant d'atteindre un centre de transit. Ces 80 kilomètres, par des températures inférieures à moins 40 degrés, sans nourriture, sans chaussures adaptées, avec des blessures non soignées, tuaient avec l'efficacité d'une condamnation à mort différée de quelques heures seulement. La route de la soupe liquide. C'est ainsi que certains survivants ont baptisé ce trajet. Avec un peu de chance, à mi-chemin, un tonneau d'eau chaude sale dans laquelle était dissoute un peu de farine les attendait. 1 litre de liquide contenant peut-être 150 calories. Puis, ils reprenaient la route. Les colonnes s'étendaient sur des kilomètres dans la neige, avec les gardes soviétiques sur les flancs et à l'arrière-garde, eux-mêmes épuisés et affamés, sans instruction claire sur ce qu'il fallait faire des hommes qui tombaient. Mais voici le mystère. Les archives du NKVD de cette période présentent des lacunes systématiques précisément au cours des semaines de janvier et février 1943. Les listes des décès en transit sont incomplètes. La direction principale des prisonniers de guerre et des internés, l'agence soviétique chargée de gérer les captifs, avait reçu pour instruction d'enregistrer les décès, mais les systèmes d'enregistrement n'existaient tout simplement pas encore pour un afflux d'une telle ampleur. Un historien ayant travaillé sur des sources issues des archives de Volgograd souligne que les formulaires d'enregistrement des pertes en transit pour les premières semaines de février 1943 étaient pour la plupart vierges. Les responsables administratifs n'avaient tout simplement ni le temps, ni le personnel, ni le matériel nécessaire pour les remplir. Les gardes tenaient-ils le compte des victimes? Certains, oui. La plupart, non. Les raisons étaient d'ordre pratique. Les gardes eux-mêmes étaient épuisés, affamés et exposés à des températures auxquelles un homme pouvait mourir en quelques heures s'il s'arrêtait trop longtemps. Un témoin soviétique, le sergent Dmitri Konov, dont le frère était mort lors des combats de Stalingrad, se souvint des décennies plus tard avoir vu des colonnes de prisonniers qui se détachaient du groupe comme des feuilles en automne.
sans que personne n'interrompe la marche pour s'occuper d'eux. La logistique soviétique, conçue pour gérer des dizaines de prisonniers et soudain confrontée à des dizaines de milliers, s'est effondrée dès les premiers jours. Un rapport du NKVD daté du 10 février 1943, cité dans le recueil de documents Stalingradskaya Epopeia publié à Moscou en 2000, reconnaît explicitement que les camps de transit n'ont ni la capacité ni les provisions suffisantes pour accueillir le volume de prisonniers arrivants et demande l'autorisation de les redistribuer d'urgence vers l'intérieur du pays. L'autorisation est arrivée trop tard. De nombreux prisonniers sont restés plusieurs jours dans des installations de transit improvisées qui n'étaient guère plus que des enclos à ciel ouvert où les hommes mouraient debout. Le camp de transit de Beketovka, le camp 108, fut la destination de la plupart d'entre eux. Selon l'historien Overmans, sur les 90 000 qui s'y rendirent, 40 000 n'y arrivèrent pas vivants ou moururent au cours des premières semaines de détention dans des installations incapables d'accueillir un tel nombre de corps agonisants. Ceux qui sont arrivés et ont survécu aux premières semaines ont été redistribués à partir du printemps 1943. 22 000 ont été envoyés à Bekabad, 2 500 à Volsk, 5 000 ont été transportés par la Volga vers le nord, 2 000 vers Ouman. Les autres ont été dispersés vers Bassianovski, Sverdlovsk, Oranki, Gorki, Karaganda, des destinations qui étaient autant de noms de camps, chacun avec son propre taux de mortalité, son propre hiver, son propre système de travail forcé. Où sont ces 30 000 à 40 000 morts des marches? Leurs corps sont dispersés sur des centaines de kilomètres de steppes, entre les ruines de Stalingrad et les camps de transit les plus proches. Certaines fosses communes ont été identifiées dans les années 1990, lorsque le gouvernement russe a commencé à autoriser la participation d'organisations allemandes chargées de la recherche de tombes. Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge a identifié et signalé des centaines de fosses entre Volgograd et les régions de Tambov et de Saratov. Les estimations les plus prudentes suggèrent que seule une fraction des victimes a été localisée. La géographie rend les recherches difficiles. La steppe russe ne comporte aucun repère permanent. Les cours d'eau changent de lit. Les villages qui existaient en 1943 ont disparu ou se sont transformés. Et les hommes qui savaient où ils avaient enterré ou simplement abandonné leurs morts sont eux aussi morts. Parmi les 91 000 prisonniers, on comptait 22 généraux et 2 500 officiers de rang intermédiaire. Le sort des généraux fut radicalement différent de celui de la troupe. Ils furent immédiatement séparés du reste des prisonniers et transférés dans des installations spéciales du NKVD. Le camp spécial numéro 48, créé en 1943 près du village de Tcherntsy, dans l'oblast d'Ivanovo, sur le site d'un ancien manoir transformé en sanatorium dans les années 1930, fut la destination initiale des hauts gradés les plus importants. Les conditions y étaient nettement meilleures que dans les camps de travail sibériens. Il y avait des lits, du chauffage, des rations plus copieuses, ainsi qu'un accès à des livres et à du matériel d'écriture. Mais ce privilège avait un prix évident. Ces hommes étaient sous la surveillance permanente du NKVD. Des agents infiltrés vivaient parmi eux, enregistraient de leurs conversations, leurs confidences, leurs doutes. La raison était évidente. Les Soviétiques avaient besoin de ces hommes vivants et relativement aptes au service pour s'en servir comme instrument de propagande, et ils devaient savoir exactement ce qu'ils pensaient avant de décider de leur sort. Paulus fut le cas le plus célèbre. Après sa capture le 31 janvier 1943, lorsque les troupes de la 64e armée soviétique le localisèrent dans le sous-sol du bâtiment Univermag, les grands magasins centraux de Stalingrad, il fut d'abord interrogé par le commandant soviétique Mikhail Shumilov à Beketovka, puis transféré vers des installations plus sécurisées. Il refusa de se suicider, défiant ainsi les attentes implicites d'Hitler, qui avait répété publiquement qu'aucun général-feldmarschall allemand n'avait jamais été capturé vivant et que Paulus comprendrait ce que cela signifiait. Paulus ne le comprit pas, ou ne voulut pas le comprendre. Ce qui s'ensuivit constitue l'un des processus psychologiques les mieux documentés de la captivité. Le rapport du NKVD du 4 février 1943, publié dans Field Marshal Paulus in Captivity, NKVD Files, est accessible sur le site d'histoire militaire allworldwars.com,
décrit en détail une réunion entre Paulus et d'autres généraux capturés, identifiés par leur nom. Le général-lieutenant Alexander Edler von Daniels, le général-lieutenant Hans-Heinrich Sixt von Arnim, le général-oberst Walter Heitz, le colonel Wilhelm Adam. Les agents du NKVD postés dans la pièce ont enregistré des extraits de leur conversation. Les généraux discutaient à voix basse de la signification de leur reddition, de la responsabilité d'Hitler et des chances de l'Allemagne de gagner la guerre. Les rapports des agents suggèrent que la plupart d'entre eux nourrissaient déjà de profonds doutes quant au régime, mais n'étaient pas encore prêts à passer à l'action. Le général Arthur Schmidt, chef d'état-major de Paulus à Stalingrad, fut délibérément isolé de Paulus sur ordre du NK-100D afin de les empêcher de coordonner leurs réponses pendant les interrogatoires. Les documents déclassifiés indiquent que Schmidt refusa de collaborer autant que Paulus, conservant une loyauté envers le régime que ces interrogateurs soviétiques trouvèrent frustrante mais aussi révélatrice des divisions internes parmi les officiers capturés. Le NKFD a été fondé le 12 juillet 1943 à Krasnogorsk. Sa direction se composait de 38 membres, 28 prisonniers de guerre de la Wehrmacht et 10 communistes exilés. Le général Walter von Seydlitz-Kurzbach, l'un des commandants de corps d'armée à Stalingrad, devint vice-président de l'organisation dérivée, la Ligue des officiers allemands, Bund Deutscher Offizier, fondée 2 mois plus tard et alla jusqu'à proposer dans un mémorandum interne la formation d'un contingent de 40 000 prisonniers armés pour mener des opérations derrière les lignes allemandes. Les soviétiques rejetèrent cette proposition. Ils préféraient utiliser ces hommes pour diffuser de la propagande radiophonique depuis la station Freies Deutschland et non pour combattre. Le risque qu'ils combattent également contre les soviétiques était trop élevé. Paulus adopta une position d'observation prudente pendant plus d'1 an. C'est l'attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944 qui le poussa à une collaboration active avec le NKFD, estimant, selon ce qu'il déclara par la suite, que ce complot interne confirmait l'effondrement inévitable du régime. Dès lors, sa voix s'ajouta aux émissions de radio destinées aux soldats allemands au front. Le lieutenant Heinrich Graf von Einsiedel, pilote de chasse capturé avant Stalingrad et arrière-arrière-petit-fils du chancelier Otto von Bismarck, fut l'un des plus jeunes membres fondateurs du NKFD. Il avait 22 ans lorsqu'il fut capturé. Sa présence au sein de l'organisation revêtait une valeur symbolique énorme pour les soviétiques, un descendant direct de la plus haute aristocratie prussienne, collaborant volontairement avec l'ennemi. Von Einsiedel a par la suite relaté sa captivité dans des mémoires publiées en Allemagne dans les années 1950, décrivant le dilemme moral auquel il était confronté. « Je savais que ce que nous faisions était stratégiquement juste, mais je savais aussi que mes camarades au front mourraient à cause des mêmes paroles que je prononçais. Mais ici, le mystère s'épaissit de couches que les archives accessibles ne parviennent pas à élucider complètement. Sur les 22 généraux capturés à Stalingrad, plusieurs ont disparu des registres dans les années qui ont immédiatement suivi la guerre. Certains sont morts dans les camps. Le général d'infanterie Karl Strecker, commandant du 11e corps d'armée et dernier à se rendre le 2 février 1943, resta en captivité soviétique jusqu'en 1955 et rentra en Allemagne à l'âge de 77 ans, à peine 2 ans avant sa mort. Le général d'infanterie Walter Heitz est mort en captivité en 1944. Quant au général oberst Hans Valentin Hübe, qui a été évacué par avion de l'encerclement avant la capitulation sur décision d'Hitler, on ne dispose d'aucun récit de son parcours en tant que prisonnier, mais les dossiers des 22 autres ne sont pas toujours complets ni accessibles. Qu'ont déclaré ces généraux lors des interrogatoires du NKVD qui occupent des centaines de pages dans les archives russes? Une grande partie de cette documentation reste classifiée ou à accès restreint pour les chercheurs externes. Ce qui a filtré suggère que les soviétiques s'intéressaient particulièrement à 2 domaines, la chaîne de commandement de la 6e armée et les communications directes avec Hitler pendant l'encerclement, ainsi que les détails opérationnels du Gulag 205, le camp de prisonniers de guerre soviétique que les Allemands avaient exploité au sein même de l'encerclement de Stalingrad et que l'armée rouge a découvert transformé en véritable carnage lorsqu'elle l'a libéré le 22 janvier 1943.
Les cadavres qui y ont été retrouvés portèrent des traces de cannibalisme. 6 des officiers allemands responsables du camp ont été exécutés par les soviétiques le 13 octobre 1944. La question qui subsiste, qu'ont raconté d'autres ces hommes que nous n'avons pas encore lus? En 1991, après la dissolution de l'Union soviétique, il y eut une brève période durant laquelle les archives du NKVD relatives aux prisonniers de guerre allemands devinrent partiellement accessibles. Des chercheurs allemands et russes travaillèrent ensemble au cours des premières années de l'ouverture post-soviétique, et ce qu'ils découvrirent réécrivit des pans entiers de l'historiographie de cette période. Mais le processus d'ouverture n'a pas été mené à son terme. Et au cours des années suivantes, en particulier à partir du milieu de la première décennie du XXIe siècle, les restrictions d'accès se sont progressivement durcies. Certains documents qui étaient auparavant accessibles ne l'étaient plus. Les demandes d'accès formulées par des chercheurs allemands pour la période 1943 à 1947 ont reçu des réponses de plus en plus tardives, voire carrément négatives. Que contiennent ces archives ? Les chercheurs qui ont réussi à en consulter certaines parties avant leur fermeture font état de plusieurs catégories de documents. Des procès-verbaux d'interrogatoires individuels de milliers de prisonniers, avec leurs noms, leurs unités, leurs dates de capture et le contenu des interrogatoires, des dossiers médicaux des camps, incluant les causes de décès, des registres d'exécution, et sans doute l'élément le plus sensible, des documents sur les activités du NKVD et les noms des prisonniers ayant activement collaboré avec les soviétiques dans le cadre d'activités pouvant être qualifiées d'espionnage ou de trahison du point de vue allemand. L'organisation allemande de la Croix-Rouge chargée de la recherche des prisonniers de guerre, le Suchdienst de la DRK, estime qu'il y a encore plus d'1 million de militaires allemands portés disparus pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le sort final n'a pas pu être établi par des documents. Une proportion importante d'entre eux se trouvait sur le front de l'Est et est probablement morte en captivité en Union soviétique. Les historiens russes qui ont travaillé sur ce sujet, comme Elena Shmaraeva, souligne qu'une partie des archives reste classifiée, non pas pour des raisons de sécurité nationale contemporaine au sens traditionnel du terme, mais parce qu'elles révéleraient l'ampleur des violations de la Convention de Genève commises par les soviétiques à l'encontre des prisonniers allemands, un sujet politiquement sensible même aujourd'hui dans le contexte du discours officiel russe sur la Grande Guerre patriotique. Le nombre exact de prisonniers de Stalingrad qui ont été exécutés par opposition à ceux qui sont morts de maladie, de faim ou d'épuisement reste inconnu. Les estimations de la commission allemande Maschke indiquent qu'une part significative, peut-être entre 5 et 10% du total, a été directement fusillée. Les archives du NKVD pourraient le confirmer ou l'infirmer. Tant qu'elles ne seront pas rendues publiques, la question restera sans réponse. Parmi les 91 000 prisonniers de Stalingrad se trouvaient des unités des Waffen-SS, notamment des éléments de la Leibstandarte-SS Adolf Hitler. La différence de traitement dont ces hommes ont fait l'objet par rapport aux soldats de la Wehrmacht régulière est l'un des aspects les plus obscurs et les moins bien documentés de la captivité dans les goulags soviétiques. Les témoignages des survivants sont concordants sur ce point. Les soldats identifiés comme appartenant à des unités SS étaient mis à l'écart lors des premiers interrogatoires menés par le SMERSH et le NKVD au cours des premiers jours de captivité. Le processus d'identification était systématique. On examinait les uniformes, les documents, les numéros d'unité et, dans le cas des membres de la SS, le tatouage du groupe sanguin que beaucoup portaient à l'intérieur du bras gauche, près de l'aisselle. Ce tatouage, obligatoire pour les membres de la Waffen-SS depuis 1942, constituait en pratique une marque que les soviétiques utilisaient pour les identifier avec une certitude qu'aucun document ne pouvait offrir. Un soldat pouvait se débarrasser de ses papiers. Le tatouage, lui, restait. Certains disparaissaient lors de ce premier tri et on n'entendait plus jamais parler d'eux. D'autres étaient envoyés dans les camps les plus durs, ceux où les taux de mortalité étaient les plus élevés. Les soviétiques documentaient depuis plus d'1 an les atrocités commises par les unités SS sur le front de l'Est.
Les divisions SS avaient participé à des massacres de civils, à l'extermination de prisonniers soviétiques et à des opérations de représailles contre les populations. Pour les interrogateurs du NKVD, un membre de la SS n'était pas simplement un prisonnier de guerre, c'était potentiellement un criminel de guerre et la procédure de classification en tenait compte. Le camp de Kolyma, à l'extrême nord-est de la Sibérie, sur les rives de la mer d'Okhotsk, a été décrit par plusieurs survivants comme la destination de nombreux prisonniers SS. Les températures y descendent en hiver en dessous de 50 degrés Celsius sous zéro. L'historien Robert Conquest, dans son étude monographique Kolyma, The Arctic Death Camps, fondée sur des témoignages de première main et l'analyse de sources soviétiques, montre que les températures hivernales habituelles dans la région oscillaient entre 50 et 60 degrés sous zéro. Dans ces conditions, le travail dans les mines d'or à ciel ouvert ou dans l'abattage des forêts n'était pas du travail forcé au sens industriel du terme, c'était une extermination, les outils à la main. Le taux de mortalité à Kolyma chez les prisonniers de guerre de 1943 à 1945 est estimé d'après l'ouvrage d'Anne Applebaum Goulag à History à plus de 80% au cours des 2 premières années d'internement. Pour les SS, les témoignages disponibles suggèrent que ce taux était encore plus élevé car ceux qui arrivaient avec la mention SS devaient en outre faire face à l'hostilité active des gardes qui avaient reçu des instructions concernant leurs antécédents. Un prisonnier qui a survécu et dont le témoignage a été recueilli par des chercheurs allemands dans les années 1960, identifié uniquement sous le nom de HM, membre de la Waffen-SS, a décrit Kolyma comme un endroit où les hommes tiraient en l'air pour que les gardes les tuent. C'était plus rapide que d'attendre que le froid achève le travail. Ce type de suicide indirect, consistant à provoquer un garde armé jusqu'à ce qu'il tire, apparaît dans de nombreux témoignages provenant de différents camps. Cela montre à quel point la mort volontaire était perçue comme préférable à la poursuite de l'existence dans ces conditions. Mais ce mystère particulier revêt une dimension documentaire qui le rend particulièrement difficile à élucider. Les registres soviétiques des prisonniers identifiés comme appartenant à la SS ne se trouvent pas dans les mêmes archives que celles des prisonniers de la Wehrmacht régulière. Ils font partie d'une série documentaire distincte, gérée selon des critères différents par le NKVD, qui classait les prisonniers en catégories comprenant notamment les criminels de guerre potentiels, les membres d'une organisation criminelle, en référence à la SS, et les personnes politiquement dangereuses. Cette série est la moins accessible aux chercheurs externes. Les archives de la Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen qui, dans les années 1990, a commencé à recouper les données sur les victimes avec les registres soviétiques partiellement déclassifiés, ont révélé que le taux d'apparition de membres identifiés comme appartenant à la SS sur les listes des libérés et des rapatriés de 1945 à 1955 était nettement inférieur à celui des soldats réguliers. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que le taux de survie parmi les personnes identifiées comme appartenant à la SS était nettement inférieur à celui des soldats réguliers. Ce que l'on ignore avec précision, c'est combien ont été exécutés directement dans les premiers jours de leur captivité, combien sont morts dans des camps d'extermination de facto comme Kolyma, et combien ont été formellement jugés pour crimes de guerre et exécutés à l'issue d'un procès. Les archives du NKVD pourraient apporter des réponses précises à ces questions. Tant qu'elles ne seront pas entièrement rendues publiques, l'ampleur du sort spécifique des SS de Stalingrad restera l'un des aspects les plus obscurs de toute cette histoire. Le lieutenant Heinz Müller, sous-officier de la Waffen-SS dont le témoignage a été recueilli par l'Organisation des anciens combattants allemands dans les années 1970, a déclaré « Les soviétiques savaient qui nous étions. Ils savaient ce que nous avions fait en Russie. Ils nous regardaient différemment, pas nécessairement avec de la haine, avec quelque chose de plus froid que la haine. » Et il a ajouté quelque chose qu'aucun document d'archives ne peut ni confirmer ni infirmer. Parmi les 40 hommes de mon groupe qui ont été séparés le premier jour, je n'ai jamais eu de nouvelles d'aucun d'entre eux.
Personne n'a eu de nouvelles d'aucun d'entre eux. Le camp 126, situé près du cercle polaire arctique, fut l'une des destinations finales de milliers de prisonniers de Stalingrad. Les témoignages s'accordent à décrire un lieu où les prisonniers travaillaient 12 à 16 heures par jour, dans des mines de charbon ou à la construction d'infrastructures ferroviaires, avec des rations de 600 à 800 calories par jour, composées de pain moisi, de bouillie diluée et, dans le meilleur des cas, d'arêtes de poisson bouillies. Le scorbut détruisait les dents. La tuberculose, favorisée par la surpopulation et la malnutrition, se propageait de baraque en baraque. La fièvre typhoïde frappait par vagues. Les registres du NKVD relatifs au camp 126 auquel on a pu avoir accès suggèrent que 70% des prisonniers arrivés en 1943 étaient morts avant la fin de l'année 1945. Mais ces registres sont incomplets. Et l'emplacement des fosses communes où les défunts ont été enterrés ou simplement déposés constitue l'une des énigmes géographiques les plus persistantes de l'après-guerre. Dans les années 1990, des équipes mixtes russo-allemandes ont commencé à explorer les zones où, selon des registres fragmentaires, des fosses avaient été creusées. À proximité de plusieurs camps sibériens, des restes humains non identifiés et non signalés ont été découverts. Certains portaient des objets personnels, des fiches militaires allemandes, des alliances portant des inscriptions en allemand. Mais l'ampleur du problème dépasse les capacités d'enquête disponibles. Un détail revient dans plusieurs témoignages et que les chercheurs ont jugé cohérent. Dans de nombreux camps, lorsque les prisonniers mouraient pendant les mois les plus froids de l'hiver, les corps n'étaient pas enterrés immédiatement. Le sol était gelé jusqu'à plusieurs mètres de profondeur et il était impossible de creuser. Les corps s'empilaient à l'extérieur des baraques, formant parfois des structures de plusieurs mètres de haut, et y restaient jusqu'au printemps, lorsque le dégel permettait de creuser. À ce moment-là, la confusion quant à l'identité de chaque corps était totale. L'ancien sergent Karl Fischer de la 6e armée, dans son témoignage recueilli des décennies plus tard, a décrit avoir vu, durant l'hiver 1943 à 1944, un mur d'hommes gelés, empilés comme du bois de chauffage, les bras et les jambes dans des angles impossibles, leurs visages figés dans des expressions qui n'étaient ni la paix ni la douleur, mais simplement la fin de toute expression. Le nombre exact de fosses communes sur le territoire de l'ancienne Union soviétique contenant les restes de prisonniers allemands de Stalingrad est inconnu. Les estimations du Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge font état de centaines de sites non identifiés. Certains de ces sites se trouvent aujourd'hui sous des bâtiments, des voies ferrées ou des installations industrielles construites dans les années 1950 et 1960. Ils sont, au sens le plus littéral du terme, enfouis sous le sol de la Russie moderne. Le 12 juillet 1943, dans le camp de Krasnogorsk, aux portes de Moscou, fut officiellement fondé le National Komitee Freies Deutschland, le Comité national pour une Allemagne libre. Son président nominal était Erich Weinert, poète communiste allemand exilé en Union soviétique. Son véritable moteur était la Ligue des officiers, le Bund Deutscher Offizier, fondé 2 mois plus tard et présidé par le général von Seydlitz. Au moment de sa création, la direction du NKFD comptait 38 membres, 28 prisonniers de guerre de la Wehrmacht et 10 communistes exilés. Que faisait le NKFD ? Il diffusait des émissions de radio via la station Freies Deutschland à l'intention des soldats allemands au front, les exhortant à déserter ou à se rendre. Il distribuait des millions de tracts. Il installait des haut-parleurs sur le front pour diffuser les messages d'officiers capturés à leurs anciens camarades. Le général Paulus, après l'attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944, qu'il considérait comme la confirmation de l'effondrement du régime, s'est activement associé à ces activités. Mais voici le mystère qui persiste des décennies plus tard. Combien parmi les quelques 2000 prisonniers de Stalingrad ayant participé au NKFD ou à des activités de propagande soviétique sont rentrés en Allemagne? Comment ont-ils été accueillis? Quelles conséquences juridiques ont-ils dû affronter? La réponse est profondément dérangeante, et les archives qui la documentent sont dispersées entre les fonds du ministère fédéral allemand de la justice, les archives fédérales allemandes et les fonds du NK-5D soviétique.
Ce que l'on sait, en Allemagne de l'Ouest, plusieurs rapatriés ayant collaboré avec le NKFD ont fait l'objet d'enquêtes pour trahison. Certains ont été poursuivis en justice. Dans la plupart des cas, les poursuites ont été abandonnées ou se sont soldées par un acquittement, soit par manque de preuves, soit au motif que les actes avaient été commis sous la contrainte, un argument qui était fondé dans certains cas et opportun dans d'autres. En Allemagne de l'Est, ceux qui revenaient avec des antécédents de collaboration active avec le régime soviétique étaient en revanche bien accueillis. Certains occupèrent des postes au sein de la nouvelle structure étatique de la RDA. Paulus lui-même vécut à Dresde, dans la partie orientale, jusqu'à sa mort en 1957. Von Seydlitz connut un destin plus tortueux. Condamné à mort par contumace par un tribunal militaire allemand en 1944, cette condamnation fut annulée par un tribunal de Hambourg en 1956. Il revint en République fédérale mais vécut dans une sorte de purgatoire social, trop collaborationniste pour les anciens combattants de la Wehrmacht, trop général nazi pour les communistes. Il est mort à Brême en 1976. Dans ses dernières interviews, il se demandait encore s'il avait pris la bonne décision. Combien de rapatriés ont délibérément dissimulé leur collaboration avec les soviétiques? Combien de ces hommes qui, dans les années 1950, ont repris une vie civile en tant que commerçants, enseignants ou employés de banque, avaient passé des années à diffuser de la propagande anti-allemande depuis des stations de radio sibériennes? Il n'existe pas de réponse documentée accessible à cette question. Pendant le siège de Stalingrad, entre novembre 1942 et la capitulation de février 1943, la 6e armée a maintenu la communication avec l'extérieur principalement grâce au pont aérien mis en place par la Luftwaffe. Ce pont aérien transportait également les lettres des soldats à leurs familles, ainsi que celles envoyées depuis l'Allemagne vers le front. Les services de renseignement soviétiques interceptaient et lisaient systématiquement cette correspondance. Les archives du Smersh contiennent des milliers de lettres allemandes interceptées pendant le siège, dont beaucoup sont cités ou paraphrasées dans les études historiques d'Anthony Beevor. Les lettres des soldats pris dans l'encerclement révèlent une évolution psychologique vérifiable. De la relative confiance d'octobre 1942 à l'angoisse croissante de novembre et décembre, lorsqu'il devint évident que l'encerclement ne serait pas brisé, jusqu'au désespoir de janvier 1943. Dans son ouvrage sur la bataille, Beevor cite la lettre d'un soldat anonyme qui écrivait à sa femme « Si c'était le dernier message qu'elle recevait, qu'elle sache qu'il était mort en pensant à elle. » Une autre lettre, d'un lieutenant non identifié, déclarait simplement qu'Hitler avait promis la victoire et les avait laissés mourir de faim. Mais le mystère ne réside pas dans les lettres qui sont parvenues à destination. Il réside dans celles qui ne sont pas arrivées et dans le mécanisme délibéré qui les a retenues. Le Bureau central de sécurité du Reich, le RSHA, a émis un ordre que l'historien Frank Biss documente dans son étude sur le retour des prisonniers de guerre allemands. Toute la correspondance provenant des camps de prisonniers de guerre soviétiques doit être retenue par le bureau de censure pour des raisons de politique d'État et transmise au RSHA pour évaluation ultérieure. Des dizaines de milliers de lettres interceptées n'ont jamais été remises à leur destinataire. Non pas parce que les soviétiques ne les avaient pas envoyées, mais parce que le régime nazi lui-même les retenait à la frontière de son propre système postal. Le raisonnement de Goebbels était cynique et est en partie documenté dans ses journaux intimes. Le 18 février 1943, à peine 16 jours après la capitulation de Stalingrad, Goebbels prononça son célèbre discours sur la guerre totale au Berliner Sportpalast devant un public soigneusement sélectionné de 14 000 personnes. La catastrophe de Stalingrad avait dû être reconnue publiquement, ce que le ministère de la Propagande avait réussi à repousser pendant des semaines grâce à des communiqués décrivant la situation comme une défense héroïque. Mais même en reconnaissant la défaite, le régime n'avait nullement l'intention de laisser 91 000 lettres décrivant l'horreur de l'encerclement et l'agonie de la captivité parvenir aux foyers allemands.
Le 3 février 1943, un jour après la capitulation officielle, l'Oberkommando der Wehrmacht diffusa un communiqué radiophonique annonçant la reddition de la 6e armée en ces termes. Ils se sont battus jusqu'à leur dernier souffle. Il n'y eut aucune mention des 91 000 hommes qui étaient encore en vie et aux mains des Soviétiques. Les familles qui ont entendu ce communiqué ont compris que leurs maris, pères et fils étaient morts. Le régime préférait qu'on les croie morts plutôt que d'apprendre qu'ils étaient prisonniers, car un prisonnier pouvait envoyer des lettres et ces lettres pouvaient décrire la réalité. Il en résulta un vide d'information qui dura des années. L'historien qui a le mieux documenté cet aspect est Frank Bies, de l'Université de Californie à San Diego, dans son ouvrage sur les retours des prisonniers allemands. Son analyse des archives du ministère fédéral allemand des postes de l'après-guerre montre que la Croix-Rouge internationale et le service de recherche de la Croix-Rouge allemande, DRK, ont reçu des milliers de demandes de familles à la recherche d'hommes déclarés morts en février 1943 et qui, des années plus tard, figuraient sur des listes de camps soviétiques. Certains survivants rentrés en 1955 ont découvert que leur famille leur avait déjà organisé des funérailles. Leurs noms figuraient sur les monuments aux morts de leur village natal. Ils avaient été en vie pendant 12 ans alors que leur communauté les pleurait. La censure postale du RSHA n'était pas le seul mécanisme de suppression. Le système de communication entre l'encerclement et l'extérieur s'est lui-même progressivement dégradé à partir de décembre 1942. Lorsque les Soviétiques ont commencé à détruire les derniers aérodromes situés à l'intérieur de l'encerclement, la quantité de courriers pouvant être évacués a chuté de manière spectaculaire. Les priorités de chargement du pont aérien favorisaient les munitions et non les lettres. En janvier 1943, de nombreux soldats à l'intérieur de l'encerclement savaient que leurs dernières lettres n'arriveraient probablement jamais à destination. Heinrich Gerlach, officier du renseignement de la 14e division blindée qui survécut à la captivité et rédigea en secret son roman Durchbruch bei Stalingrad pendant sa détention. Le MFD soviétique lui confisqua le manuscrit en 1949, un an avant sa libération, décrivit dans des lettres ultérieures le moment où il cessa d'écrire à sa famille. Écrire était devenu un geste vide de sens. Nous savions que les lettres n'arrivaient pas. Nous écrivions pour nous-mêmes, pour ne pas devenir fous. Le manuscrit original de Gerlach, que l'on croyait définitivement perdu, a été redécouvert en 2012 par l'universitaire allemand Carsten Gansel, aux archives militaires d'État russes de Moscou. Cette découverte a révélé que les Soviétiques avaient systématiquement confisqué et archivé les œuvres écrites par les prisonniers dans les camps. Non seulement des lettres, mais aussi des journaux intimes, des romans, des mémoires. Tout ce matériel existe quelque part dans les archives russes, et tout cela est, pour l'essentiel, non catalogué, non numérisé et inaccessible. Combien de familles allemandes ont un jour reçu une réponse définitive sur le sort de leurs proches? Le Suchdienst de la Croix-Rouge allemande, DRK, le service de recherche, a reçu pendant des décennies des demandes de familles à la recherche d'hommes dont on était sans nouvelles depuis février 1943. Certaines de ces recherches ont abouti. La plupart n'ont pas abouti. Le silence du régime s'est transformé en un silence des archives qui persiste encore aujourd'hui. Dans les jours qui ont suivi la capitulation, alors que les prisonniers étaient organisés en colonnes et marchaient vers l'Est sous escorte armée, des tentatives d'évasion ont eu lieu. L'historiographie sur le sujet n'en fait que mention en passant, mais les témoignages des survivants sont plus explicites. Ceux qui tentaient de s'échapper au cours des premières semaines étaient confrontés à une équation impossible. Le froid était si extrême qu'il était pratiquement impossible de survivre plus d'une journée sans abri ni nourriture. La steppe russe en février n'offre ni abri ni repère. Les prisonniers qui s'éloignaient des colonnes mouraient d'hypothermie avant d'arriver où que ce soit, ou étaient rattrapés par des patrouilles soviétiques en quelques heures. Les exécutions sommaires des fugitifs rattrapés ont été rapportées dans plusieurs témoignages, bien que les archives soviétiques ne quantifient pas ce phénomène de manière systématique. Certains prisonniers se sont cachés dans les ruines de Stalingrad pendant plusieurs jours après la capitulation, attendant une occasion qui ne s'est jamais présentée.
Le simple Emil Stracker, dont le témoignage a été recueilli par des historiens allemands dans les années 1960, a raconté s'être caché pendant 4 jours dans le sous-sol d'un bâtiment détruit, partageant cet espace avec les cadavres de 3 camarades et se nourrissant de neige fondue, avant de se rendre volontairement car le froid était désormais pire que tout ce que les soviétiques auraient pu lui faire subir. Dans les camps, les tentatives d'évasion étaient encore plus rares et encore moins couronnées de succès. La géographie des camps sibériens en faisait la prison la plus efficace qu'on puisse imaginer. Même si un prisonnier parvenait à franchir les barbelés et à déjouer les gardes accompagnés de chiens, il se retrouvait face à des centaines, voire des milliers de kilomètres de toundra sans route, sans habitation, avec des températures susceptibles de le tuer en quelques heures. Le mystère spécifique est le suivant. Les archives du NKVD contiennent des registres des tentatives d'évasion, mais ces registres sont incomplets et ne font pas systématiquement la distinction entre les prisonniers de Stalingrad et les autres prisonniers de guerre. Combien d'hommes de la 6e armée ont tenté de s'évader? Combien n'y sont parvenus, ne serait-ce que temporairement? Les témoignages de survivants suggèrent qu'il y a eu des cas d'hommes qui ont parcouru des distances considérables avant d'être rattrapés. Certains témoignages mentionnent des hommes qui ont atteint des localités civiles russes et ont été dénoncés par les paysans eux-mêmes, ou qui ont été protégés pendant plusieurs jours par des femmes de la région qui les ont cachés dans des étables ou des caves, pour des raisons allant de la compassion à la conviction que les prisonniers pourraient être utiles pour effectuer certains travaux. L'histoire d'Eric Hartmann, non pas l'as de l'aviation mais un caporal de la 6e armée sans aucun lien avec lui, tel que rapporté dans un rapport de la Croix-Rouge allemande, DRK, des années 1970, raconte comment cet homme a marché pendant 11 jours vers l'ouest, se nourrissant d'écorces d'arbres, avant d'être capturé par une patrouille soviétique à environ 200 km du camp dont il s'était échappé. Il a été exécuté sur le lieu de sa recapture. Ce cas particulier est documenté dans les archives du NKVD qui ont été partiellement déclassifiées dans les années 90. Combien y a-t-il eu d'Eric Hartmann? Le nombre exact est inconnu. Mais chacun d'entre eux est un mystère à part entière, une trace de pas dans la neige que le temps a effacée. Le 17 juillet 1944, lors de l'une des opérations de propagande les plus calculées du régime soviétique, 57 000 prisonniers de guerre allemands ont défilé dans les rues de Moscou sous escorte armée. Le spectacle était délibéré et méticuleusement orchestré. Staline voulait montrer au monde et à son propre peuple l'ampleur des victoires soviétiques. Les prisonniers, parmi lesquels se trouvaient des survivants de Stalingrad, ont défilé pendant des heures dans le centre de la capitale soviétique. Les archives photographiques et cinématographiques de cet événement sont bien connues. On y voit des hommes émaciés, vieillis, bien au-delà de leur âge, marchant les yeux baissés entre des rangées de moscovites qui les regardaient avec un mélange de haine satisfaite et de curiosité. Mais le mystère réside dans ce qui s'est passé après le défilé. Les 57 000 prisonniers du défilé de Moscou ne représentaient pas l'ensemble des prisonniers soviétiques de l'époque. Il s'agissait d'une sélection. Selon quels critères ont-ils été choisis? En fonction de leurs conditions physiques, suffisamment rétablies pour marcher plusieurs kilomètres sans s'effondrer devant les caméras? En fonction de leur grade? En fonction du contenu de leur dossier du NKVD? Les témoignages de certains participants recueillis par des associations d'anciens combattants allemands dans les années 1960 et 1970, suggèrent qu'avant le défilé, ils avaient reçu des rations plus copieuses pendant plusieurs semaines afin d'améliorer leur apparence. Un prisonnier anonyme dont le témoignage a été publié dans les archives des Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte se souvient avoir reçu 2 semaines de nourriture décente avant le défilé. Suffisamment pour pouvoir marcher sans tomber, mais pas assez pour ne pas paraître ce qu'il était. Un homme qui avait passé 18 mois dans des conditions inhumaines. Après le défilé,
Les 57 000 prisonniers sont retournés dans leur camp. Les conditions ne se sont pas améliorées. Pour beaucoup d'entre eux, les années 1944 et 1945 ont été les plus dures de leur captivité, alors que l'économie soviétique, dévastée par la guerre, atteignait les limites de sa capacité à nourrir ses propres citoyens, sans parler de ses prisonniers. Quel pourcentage des 57 000 hommes qui ont défilé à Moscou en juillet 1944 a survécu pour revoir l'Allemagne? Les estimations fondées sur les taux de mortalité recensés dans les camps suggèrent que ce chiffre ne dépasse probablement pas 10% 100. Le dossier individuel de chacun de ces 57 000 hommes est un document qui, dans la plupart des cas, n'existe pas ou n'est pas accessible. Vers la fin de l'année 1942, la 6e armée allemande comptait dans ses rangs des soldats âgés de 17 ans, dont certains venaient à peine d'avoir 16 ans. La politique de recrutement du Troisième Reich s'était accélérée à mesure que les pertes sur le front de l'Est devenaient insoutenables. Le mécanisme d'entrée des mineurs dans l'armée comportait 2 volets. Le volet officiel, l'âge minimum légal de recrutement dans la Wehrmacht, était de 18 ans, mais le Reichsarbeitsdienst, le service obligatoire du travail du Reich, admettait des jeunes dès 17 ans, et de ce service, le passage au rang de l'armée était fréquent et se produisait souvent avant que la recrue n'atteigne l'âge légal. La pratique, le chaos administratif du recrutement de 1942, alors que le front de l'Est engloutissait des divisions entières en quelques semaines, exerçait une telle pression sur les bureaux d'enregistrement que les contrôleurs d'âge fermèrent les yeux sur les documents suspects. Un garçon de 16 ans qui semblait en avoir 18 était accepté. Beaucoup l'ont été. Un témoignage recueilli sur le forum des anciens combattants Feldgrau et corroboré par des témoignages similaires dans des publications d'organisations d'anciens combattants allemands décrit comment, dans les classes de 1942 et 1943, des groupes entiers d'élèves âgés de 16 à 17 ans se présentaient volontairement à la Waffen-SS après des visites de recruteurs dans les lycées. Le témoin, qui avait 16 ans lorsqu'il s'est enrôlé début 1943, se souvient que toute la classe s'était portée volontaire. La propagande du régime avait fait son œuvre auprès de ces adolescents depuis des années. Beaucoup d'entre eux ont fini à Stalingrad ou dans les camps qui ont suivi. Les témoignages des survivants décrivent de manière constante la présence de très jeunes hommes parmi les prisonniers. Le sous-titre « Enfant » qui apparaît dans certains mémoires n'est pas une licence littéraire. Il s'agissait d'une description littérale. Des garçons qui ne se rasaient pas encore, dont la première expérience du combat fut aussi leur première expérience de la neige, du froid extrême, de la mort à l'échelle industrielle. Plusieurs témoignages de survivants adultes mentionnent avoir vu des jeunes de 17 ans s'effondrer pendant la marche, non pas par manque de volonté, mais parce que leur corps, encore en pleine croissance, ne disposait pas des réserves physiques dont disposaient les adultes. La malnutrition chronique a des effets particulièrement destructeurs sur des organismes encore en pleine croissance. Qu'est-il advenu des plus jeunes parmi les prisonniers de Stalingrad? Les documents du NKVD faisaient formellement la distinction entre les prisonniers de guerre militaires et civils, mais n'opéraient pas de distinction cohérente fondée sur l'âge des capturés. Un soldat de 16 ans était traité aux fins du système des camps, exactement de la même manière qu'un vétéran de 35 ans. Les registres médicaux de certains camps mentionnent parfois l'âge des prisonniers décédés, et lorsqu'un registre indique un âge de 17 ou 16 ans, la cause de décès mentionnée est invariablement la même que pour les adultes: affaiblissement général, tuberculose, insuffisance cardiaque due à la malnutrition. Un élément supplémentaire complique le travail de recherche systématique. Bon nombre des plus jeunes soldats avaient déclaré un âge supérieur à leur âge réel dans leurs documents d'enrôlement. Un garçon de 16 ans qui prétendait en avoir 18 disposait de tous les documents de la Wehrmacht établis à l'âge falsifié. Lorsqu'il a été capturé, sa fiche du NKVD indiquait l'âge figurant sur le document et non son âge réel. Des décennies plus tard, ses proches recherchaient un homme né à une date qui ne correspondait pas au registre des camps. Dans les années 1970 et 1980, le Suchdienst de la Croix-Rouge allemande, DRK, a recensé de nombreux cas de familles à la recherche de soldats ayant menti sur leur âge lors de leur enrôlement.
Dans certains cas, des registres ont été retrouvés dans les archives soviétiques qui correspondaient clairement à la personne recherchée d'après la description physique et l'unité, mais sous une identité comportant une date de naissance erronée. Le recoupement de ces registres nécessitait l'accès aux archives militaires allemandes, répertoriant les falsifications d'âge connues, aux registres paroissiaux de naissance et aux archives du NKVD. 3 sources dans 3 pays, en 3 langues différentes, avec des critères d'organisation variés et des niveaux d'accès divergents. Combien de soldats de la 6e armée avaient de moins de 18 ans au moment de la capitulation? Les registres du Heeresarchiv pour la période 1942 à 1943 sont fragmentaires. Mais les études basées sur les données disponibles suggèrent qu'environ 8% des effectifs totaux de la 6e armée en novembre 1942 étaient des recrues âgées de moins de 19 ans. Si l'on applique cette proportion aux 91 000 prisonniers, cela représenterait entre 7 000 et 8 000 jeunes de moins de 19 ans capturés à Stalingrad. Parmi eux, ceux qui avaient 17 ans ou moins, peut-être entre 1500 et 2500, constituent le groupe dont le suivi individuel est pratiquement impossible avec les archives disponibles aujourd'hui. Le paradoxe démographique est le suivant. Les plus jeunes soldats de la 6e armée, ceux qui, biologiquement, auraient dû avoir plus de chances de survivre à la captivité, sont morts à des taux comparables à ceux des hommes d'âge mûr, car leurs organismes en pleine croissance réagissaient moins bien à la malnutrition sévère et au froid extrême que ceux des adultes déjà développés. Leur corps ne disposait pas des réserves accumulées qui confèrent de la résistance. Le poids qu'un homme de 35 ans pouvait perdre avant de mourir était supérieur à celui qu'un garçon de 16 ans pouvait perdre. Sur les 7 000 à 8 000 mineurs de moins de 19 ans estimés parmi les prisonniers de Stalingrad, on ignore combien sont rentrés en Allemagne. Les registres de rapatriement de 1955 à 1956 ne mentionnaient pas systématiquement l'âge des personnes libérées, et le recoupement entre ces registres et les données de recrutement de la 6e armée n'a jamais été réalisé dans aucune étude universitaire accessible. Il constitue, au sens le plus littéral du terme, les disparus parmi les disparus. Le typhus exanthématique, transmis par les poux du corps humain, s'est propagé dans les camps de prisonniers soviétiques avec une rapidité et une efficacité dévastatrices. Mais l'épidémiologie spécifique de cette maladie chez les prisonniers de Stalingrad est l'un des aspects les moins documentés de la captivité. Et les informations existantes soulèvent des questions auxquelles les registres disponibles n'apportent pas de réponse satisfaisante. Les poux étaient omniprésents parmi les prisonniers dès avant la capitulation. Le siège de Stalingrad avait duré des mois dans des conditions rendant toute hygiène personnelle absolument impossible. Les hommes vivaient dans des caves, des tranchées, des bâtiments détruits, sans eau courante, sans possibilité de se laver, accumulant des semaines de saleté sur les mêmes uniformes déjà en lambeaux. Les poux proliféraient dans ces conditions. Lorsque les prisonniers ont commencé à arriver dans les camps de transit, ils ont apporté l'épidémie avec eux. Les installations soviétiques, improvisées et surpeuplées, ne disposaient pas des moyens nécessaires pour mettre en œuvre les mesures de désinfestation requises. Les baraquements étaient en bois non traité avec des paillasses où les hommes gisaient serrés les uns contre les autres. L'espace entre 2 hommes était juste suffisant pour qu'un pouls passe de l'un à l'autre. Le typhus a une période d'incubation comprise entre 7 et 14 jours. Lorsque les symptômes apparaissent, la fièvre grimpe à 40 degrés en quelques heures, le délire s'ensuit, et chez des hommes déjà affaiblis par des mois de malnutrition, le taux de mortalité en l'absence de traitement médical adéquat peut dépasser 40%. Combien de prisonniers de Stalingrad sont morts du typhus? Les registres de mortalité des camps pour la période 1943 à 1944 qui sont disponibles mentionnent le typhus comme cause de décès plus fréquemment que toute autre maladie. Mais ces registres sont incomplets. Et il existe un problème méthodologique supplémentaire. Dans les camps où aucun médecin n'était disponible, c'est-à-dire la plupart d'entre eux, les causes de décès étaient consignées de manière générique.
Affaiblissement général ou maladie infectieuse pouvait désigner le typhus, la dysenterie, la tuberculose ou simplement l'effondrement final d'un organisme qui, depuis des mois, ne recevait pas une alimentation suffisante pour se maintenir. Le mystère particulier du typhus chez les prisonniers de Stalingrad réside dans le fait que l'épidémie a semblé s'éteindre plus rapidement dans certains camps que dans d'autres, sans que les registres n'expliquent clairement pourquoi. Certains chercheurs ont suggéré que cette différence était liée à l'attitude des commandants de chaque camp. Certains ordonnaient des mesures élémentaires de désinfection, d'autres non. Mais la documentation relative à ces différences est fragmentaire et il est, dans de nombreux cas, impossible de reconstituer ce qui s'est passé dans des camps spécifiques à des moments précis, est, dans de nombreux cas, impossible avec les archives disponibles. Le dernier groupe de prisonniers allemands est rentré dans son pays le 14 janvier 1956, près de 11 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont arrivés en train à la gare frontalière de Herleshausen, en Hesse, comme en témoignent les archives du Deutschland Museum. Parmi eux se trouvaient des hommes qui avaient passé 13 ans hors d'Allemagne, des hommes qui étaient partis en tant que soldats âgés de 20 ans et qui revenaient à plus de 30 ans, ayant vieilli de plusieurs décennies au-delà de leur âge chronologique. Pourquoi ont-ils mis si longtemps à revenir? La réponse officielle, celle donnée par les soviétiques lors des négociations de 1955 à Moscou, où le chancelier Konrad Adenauer s'était rendu en septembre de cette année-là, était que les détenus incarcérés après 1950 avaient été condamnés en tant que criminels de guerre et purgeaient des peines légalement prononcées. Les soviétiques ont maintenu cette position avec intransigeance jusqu'à ce qu'Adenauer parvienne à un accord, en échange de l'établissement de relations diplomatiques entre la République fédérale et l'Union soviétique. Les soviétiques libéreraient les quelques 10 000 Allemands qui se trouvaient encore dans leur camp. En 1955, 9 626 d'entre eux ont été libérés. Les autres l'ont été en janvier 1956. Mais le mystère réside dans ce qui se cache derrière l'explication officielle. Premièrement, les crimes de guerre pour lesquels ces hommes auraient été condamnés n'ont jamais été précisés publiquement au cas par cas. Certains avaient fait partie d'unités ayant commis des atrocités avérées. Mais les archives des procès soviétiques auxquels ils auraient été soumis n'ont pas été entièrement rendues publiques. Et les chercheurs ayant eu un accès partiel à ces documents soulignent que bon nombre de ces condamnations étaient arbitraires, fondées sur des dénonciations d'autres prisonniers ou sur la simple appartenance à certaines unités militaires. Deuxièmement, le chiffre de 10 000 négocié par Adenauer en 1955 est probablement une sous-estimation du nombre de prisonniers allemands encore en vie en Union soviétique à cette date. Les chercheurs de la commission Maschke ont estimé qu'ils pouvaient être bien plus nombreux. Qu'est-il advenu de ceux qui n'ont pas été inclus dans l'accord de 1955? Sont-ils morts avant d'être libérés? Sont-ils restés dans les camps au-delà de 1956? Troisièmement, il existe des témoignages recueillis des décennies plus tard par des associations d'anciens combattants et par des journalistes, d'hommes affirmant être restés dans des camps soviétiques jusque dans les années 1960. Aucun de ces témoignages n'a pu être entièrement vérifié à l'aide de documents d'archives, mais l'absence de vérification n'équivaut pas à un mensonge. Le mystère des survivants tardifs revêt également une dimension psychologique que les rapatriés eux-mêmes ont décrite de manière cohérente. Bon nombre des hommes revenus en 1955 et 1956 avaient passé tellement de temps en Union soviétique qu'ils parlaient couramment le russe, avaient développé des habitudes adaptées à la vie dans les camps et ont trouvé la réintégration dans la société ouest-allemande extrêmement difficile. L'Allemagne avait complètement changé pendant leur absence. Leurs familles avaient continué à vivre. Leurs enfants avaient grandi sans eux. Leurs épouses, dans certains cas, s'étaient remariées. Un survivant dont le témoignage a été publié dans les archives du Deutsches Historisches Museum a décrit son retour en ces termes. « Je suis arrivé à Herleshausen et je ne comprenais pas le monde que je voyais. Les voitures étaient différentes. Les prix étaient absurdes. Mon fils avait 12 ans et me regardait comme si j'étais un étranger. »
parce que j'étais un étranger. Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, l'organisation allemande chargée de l'entretien des cimetières de guerre, œuvre depuis des décennies sur le territoire russe pour localiser, exhumer, identifier et offrir une sépulture digne aux dépouilles des soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale. C'est un travail qui allie l'archéologie, la génétique médico-légale, la recherche historique dans les archives et une patience colossale face à l'ampleur du problème. Dans la région de Volgograd, l'ancienne Stalingrad, se trouve un ensemble de cimetières où reposent les soldats allemands tombés au combat. Le cimetière militaire allemand de Rossoshka, situé à environ 20 km au nord-ouest de Volgograd, a été inauguré en 1999 après des années de négociations entre les gouvernements allemands et russes. Il abrite les restes de plus de 50 000 soldats allemands. Mais même là, la proportion de dépouilles identifiées reste faible. De nombreuses tombes portent l'inscription « Ein Deutscher Soldat », un soldat allemand, sans nom. Pourquoi est-il si difficile d'identifier les morts? Le problème technique. Les fiches militaires allemandes, les Erkennungsmarken, les plaques d'identité, ne restèrent pas toujours auprès des corps. Elles se perdaient au combat, se détachaient pendant le transport ou étaient délibérément retirées lors des interrogatoires. De nombreux corps ont été enterrés en fosse commune sans aucune procédure d'enregistrement. Le problème des archives, les registres des pertes de la 6e armée pour la période de la capitulation sont fragmentaires. Le chaos des derniers jours de l'encerclement a empêché la tenue de registres systématiques, et les archives allemandes qui ont survécu à la guerre sont dispersées entre de multiples institutions, avec des lacunes qui ne peuvent pas toujours être comblées. Le problème génétique, l'identification par l'ADN, qui a révolutionné l'archéologie médico-légale, nécessite des échantillons comparatifs provenant de proches encore en vie. Pour les soldats morts en 1943, les proches directs au premier degré, parents et frères et sœurs, sont pour la plupart décédés. Les descendants au deuxième et au troisième degré peuvent fournir des échantillons, mais la probabilité d'identification diminue à chaque génération. Selon les estimations actualisées du Volksbund, plus de 300 000 soldats allemands restent non identifiés sur le territoire russe, sans compter les territoires des anciennes républiques soviétiques. Une partie d'entre eux, probablement entre 50 000 et 80 000, sont des prisonniers de Stalingrad qui ont péri dans les camps. Leurs familles le savent-elles? Dans la plupart des cas, non. Le système officiel de notification des pertes du Troisième Reich était conçu pour dissimuler la vérité, et non pour la révéler. Les familles qui ont reçu la notification disparues à l'Est, en 1943 ou 1944, se sont retrouvées face à un avenir incertain qui, dans de nombreux cas, n'a jamais été clarifié. Il y a un détail que les chercheurs du Volksbund retrouvent régulièrement lors de leurs fouilles. Parmi les restes des soldats, on trouve des objets personnels que les défunts avaient gardés sur eux jusqu'à la fin. Des photos de famille plastifiées à l'intérieur des uniformes, des bagues, des chapelets, des lettres pliées à maintes reprises. Chacun de ces objets témoigne d'une vie qui s'est arrêtée dans un camp inconnu, quelque part en Sibérie ou dans les steppes russes, et d'une famille qui a attendu pendant des décennies sans rien savoir. Sur les 5 000 à 6 000 hommes revenus d'Union soviétique entre 1945 et 1956, la grande majorité a choisi le silence. Au cours des 2 premières décennies qui ont suivi leur retour, les témoignages publics ont été rares. Les mémoires publiées étaient peu nombreuses. Les entretiens avec des historiens exceptionnels. Pourquoi? La réponse comporte de multiples dimensions qui se recoupent, et le mystère spécifique réside dans le fait que les survivants de Stalingrad ont gardé un silence plus profond et plus long que celui des survivants d'autres désastres militaires de la guerre. Première dimension, la culpabilité du survivant. Pourquoi eux et pas les autres? Un homme qui revenait de Sibérie en 1955 savait que 85 000 de ses camarades, des hommes avec lesquels il avait partagé les tranchées, le pain, la peur, n'étaient pas revenus. Cette disparité entre sa survie et la mort des autres n'avait pas d'explication rationnelle satisfaisante. Certains avaient survécu parce qu'ils parlaient russe, d'autres parce qu'ils possédaient des compétences techniques utiles aux soviétiques, d'autres encore simplement par hasard.
Mais le caractère arbitraire de la survie se transforme facilement en sentiment de culpabilité. Deuxième dimension, le contexte politique. Dans la République fédérale d'Allemagne de l'Ouest des années 1950, le discours dominant sur la guerre tendait à dissocier la Wehrmacht du régime nazi, à présenter les soldats allemands comme des victimes d'Hitler plutôt que comme ses instruments. Ce récit était politiquement opportun et psychologiquement protecteur. Mais parler de ce qu'ils avaient fait pendant l'invasion de l'Union soviétique, de ce qu'ils avaient vu, de ce à quoi ils avaient pris part, exigeait une honnêteté qui remettait en cause ce récit. De nombreux survivants avaient été témoins ou avaient participé pendant la campagne de Russie à des actes qui constituaient des crimes de guerre au sens strict du terme. Pas nécessairement des massacres directs. Il s'agissait aussi du pillage systématique de villages, de la participation à des mesures de représailles contre des civils, de l'indifférence face au traitement brutal des prisonniers soviétiques. Parler de la Sibérie impliquait également de parler de ce qui avait précédé la Sibérie, et c'était là un terrain que beaucoup préféraient ne pas aborder. Troisième dimension, l'incrédulité des auditeurs. Les survivants qui tentèrent de s'exprimer au cours des premières années suivant leur retour constatèrent souvent que leurs interlocuteurs ne pouvaient ou ne voulaient pas croire à l'ampleur de ce qu'ils décrivaient. Les températures de moins 50 degrés, les cadavres empilés en hiver, un taux de mortalité de 90% dans certains camps. Ces chiffres et ces images dépassaient ce que l'expérience quotidienne des Allemands des années 1950 pouvait absorber sans résistance. Willy Birkemeyer, l'un des survivants dont le témoignage a été recueilli dans un documentaire de la BBC sur le sort des prisonniers allemands en Union soviétique, l'a formulé avec une précision qui en dit long. Le pire, c'était que tu n'avais aucun droit. On était sans défense, exposé à des abus arbitraires, contraint de subir des passages à tabac. C'était ça le pire absolu. Et il a ajouté, « Quand je suis rentré chez moi et que j'ai raconté tout ça, les gens me regardaient comme si c'était moi qui mentais. » L'historien allemand Rüdiger Overmans, dans son étude sur les prisonniers de guerre allemands, souligne que le silence des survivants de Stalingrad est en soi un document historique. L'absence de témoignages précoces ne signifie pas qu'il n'y avait rien à raconter. Elle indique que ce qu'il y avait à raconter était trop difficile à exprimer dans le monde dans lequel ces hommes se sont retrouvés à leur retour. Le silence a été progressivement rompu à partir des années 1970, lorsque certains survivants ont commencé à publier leurs mémoires ou à s'entretenir avec des chercheurs. La plupart ont attendu encore plus longtemps, et certains ont emporté leur histoire dans la tombe. Quelle part de ce que savent les survivants de Stalingrad est morte avec eux sans avoir été consignée? La réponse est une part que nous ne pourrons jamais chiffrer. C'est là, peut-être, le plus tenace de tous les mystères de Stalingrad. Le 2 février 1943, une armée a disparu. Pas d'un seul coup, mais par vagues. Les plus faibles sont morts les premiers, dans les derniers jours du siège. Puis ceux qui ont succombé pendant la marche vers l'Est. Ensuite, ceux qui sont arrivés au camp de transit de Beketovka et sont morts au cours des premières semaines, victimes de la surpopulation et des épidémies. Puis ceux qui sont arrivés dans les camps sibériens et ont passé des années à être rongés par le travail forcé, le froid et la malnutrition. Et enfin ceux qui ont survécu à tout cela et sont arrivés en Allemagne en 1955 ou 1956 et qui sont morts dans les années suivantes des séquelles tardives de ce que leur corps avait enduré. Sur les 91 000, seuls 5 000 ou 6 000 sont revenus. Les estimations les plus pessimistes parlent de 5 000. Les plus optimistes, de 6 000. La différence entre ces deux chiffres correspond à 1 millier d'hommes dont on ne peut retracer le sort à l'aide des documents disponibles. Le champ de bataille de Stalingrad, aujourd'hui Volgograd, abrite sur la colline Mamayev-Kourgan l'un des plus grands monuments du monde, la statue de la mère patrie en flammes, haute de 85 mètres, érigée en 1967, l'épée levée vers le ciel. C'est là que sont commémorés les morts soviétiques. Le sacrifice russe est le fil conducteur de la mémoire officielle.
Mais il existe également, à 20 kilomètres de là, à Rosochka, un cimetière militaire allemand où reposent plus de 50 000 soldats. Allemands et Russes enterrés dans la même terre, séparés par 20 kilomètres de steppe. Chaque année, en février, des cérémonies ont lieu sur ces deux sites. Parfois, les descendants des défunts des deux camps se rencontrent, car les morts n'ont plus de camp. Les 15 mystères que ce parcours a mis en lumière n'ont pas de réponse complète. Certains en auront une, si les archives russes sont entièrement ouvertes. D'autres n'en auront jamais, car les personnes qui auraient pu y répondre sont mortes, et les traces qu'elles ont laissées dans la neige il y a des décennies ont disparu sous l'herbe de la steppe. Il ne reste que les chiffres, 91 000 hommes qui se sont rendus, 5 000 qui sont revenus, et entre ces deux chiffres, un abîme de 86 000 destins individuels, chacun d'entre eux un mystère en soi, la plupart d'entre eux irrésolubles à jamais.